Merci d'être avec nous, il est 9h18, ça y est, notre premier invité vient tout juste de s'installer sur le plateau de la radio africaine et j'accueille avec un grand plaisir Ibrahim El Ali. Bonjour Ibrahim El Ali, vous êtes libanais, vous êtes né au Sénégal et vous vivez en France. Il y a quelques années, vous avez abandonné votre entreprise d'import-export de produits alimentaires à Rungis afin de vous consacrer à la protection de la biodiversité en Afrique et sur le pourtour de la Méditerranée. Alors vous êtes citoyen du monde, vous êtes observateur et commentateur de l'évolution de la société. Vous êtes également très impliqué au sein des diasporas d'Afrique noire, notamment du Sénégal, mais aussi du Mali. Vous nous expliquerez tout à l'heure si vous le voulez bien. Alors vous êtes aussi membre actif de Réussir Cité, une association d'accompagnement social et de soutien scolaire qui est basée à Stein, qui est présidée par Mohamed K. Alors je tenais ce matin à vous recevoir sur l'antenne d'Africa numéro 1 puisqu'on est amis sur les réseaux sociaux et j'ai vu l'un de vos posts qui m'a interpellé, un post que vous avez publié donc sur Facebook où vous parlez d'une rencontre, d'une discussion que vous avez menée avec un écrivain dont vous allez nous parler dans un instant, avec des jeunes de quartier. Et dans ce poste, il y a des pistes très intéressantes concernant l'éducation et autres dont j'ai envie de parler sur l'antenne. Voilà pourquoi on vous reçoit ce matin. Vous allez bien ? Oui, bonjour. Bonjour aux auditeurs également d'Africa numéro 1. Alors, parlez-nous un petit peu de ce post que vous avez publié hier, il me semble, sur votre page Facebook. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait beaucoup d'actions au Sénégal, au Mali et également même dans le pourtour méditerranéen. Et chaque fois que je fais des actions, en fait, je produis de véritables miracles en m'adossant sur la jeunesse, en partant mobilisant cette jeunesse qui est là-bas et pour la faire participer au projet. Et c'est ainsi qu'en venant sur Paris, j'ai rencontré une association, Réussir Cité, que vous citez maintenant. Oui. Et je leur ai dit, mais pourquoi ne pas mobiliser cette jeunesse des banlieues, des cités, pour aussi faire des actions, pour faire des choses. Donc c'est de là qu'est venu ce projet de rassembler des membres de la jeunesse des banlieues pour un peu discuter chez Arnaud Jardin, justement, qui lui a une fondation sur le français, comment enseigner le français. Et là, on a fait une petite rencontre où on a discuté tous, comme dans l'esprit de Bondi Blog un peu. Voilà ce qu'on avait fait. Et on a décelé des pistes intéressantes pour un peu unifier cette banlieue avec la République pour marcher ensemble. Alors, cette rencontre a eu lieu il y a un moment déjà, il y a 2 ans, mais ça résonne dans l'actualité. Alors, il y a des pistes, des arguments qui méritent vraiment d'être relayés, d'être entendus. Alors, dans ce contexte, a été organisée cette rencontre, donc, et il y a eu donc des arguments. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui est ressorti? Alors, sur votre poste, vous dites ces jeunes nous ont dit 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Ben, il y a la jeunesse, elle vit dans un temps qui est différent du temps de l'éducation nationale. Je parlais juste, on faisait une conférence où chacun donnait des idées. À un certain moment, une maman était venue avec sa fille qui avait 13 ans. Oui. Et je la voyais jouer avec son petit téléphone, mais elle faisait des miracles avec son téléphone, avec ses 2 pouces. Elle faisait vraiment, c'était extraordinaire pendant qu'elle n'écoutait vraiment pas. Alors je lui ai donné la parole, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu peux me dire sur l'éducation nationale, sur l'école, sur l'orthographe, sur le vocabulaire, parce qu'on voyait qu'il y a un déficit en vocabulaire. Elle m'a regardé comme si elle tombait du ciel. Elle me disait, mais nous, on s'embête à l'école. Et j'ai vu que le temps de cette jeunesse qui est hyper accélérée avec Internet et tout, est décalé par rapport au temps de l'éducation nationale. Et c'est pour ça que ici, l'éducation nationale doit repenser un peu son mode d'opération, parce qu'il est un mode ancien, un mode de nos grands-pères qui n'a pas beaucoup évolué. Et on a 13 ans, 14 ans dans l'éducation d'un jeune, et on a toute une vie à le supporter ensemble. Alors, la nation française, dans le sein de la République, doit se mobiliser dans ces 13-14 ans d'éducation pour vraiment accompagner pleinement ces jeunes. Alors ces jeunes qui ont de plus en plus accès aux réseaux sociaux, aux informations qui circulent sur Internet, est-ce que c'est dû justement à Internet? Est-ce que Internet est la cause un petit peu de cette fracture entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on voit lorsqu'on est à l'extérieur? C'est peut-être une fracture, c'est peut-être une cause, mais c'est aussi une chance. C'est des outils qui sont donnés à cette jeunesse que bien nos parents n'avaient pas. C'est une véritable chance parce que maintenant, cette diaspora, cette banlieue, ces gens de la cité sont aussi ouverts au monde, sont rattachés au monde. Et je voulais faire des opérations. Je suis allé dans des collèges à Stein. Oui. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai vu les professeurs, j'ai vu le proviseur. Je dis, mon Dieu, je ne pourrais jamais envoyer mes volontaires ici pour donner. Parce Pourquoi? que l'idée qu'on avait, c'était d'utiliser les pauses entre les cours pour faire des formations sur l'environnement.
Et quand j'ai vu, j'ai eu l'idée, je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir les parents. Parce que dans ces cités, des enfants maliens, sénégalais, ils ont toujours un peu, encore la référence aux parents et un peu le respect des parents. Donc je suis allé dans les familles. Et j'ai vu aussi que ces familles, ils étaient interconnectés avec leur propre pays, leur propre éducation. C'est-à-dire, il y avait la télé malienne, il y avait la culture malienne, il y avait l'enfant. D'un coup, entre l'école et sa maison, il y a une fracture également. Et c'est cette fracture qu'il faut recoller. Et c'est important de recoller cette fracture dans l'éducation en enseignant l'histoire de l'immigration, l'histoire de cette jeunesse qui est là, qui font partie de l'histoire de France. Alors justement, oui, ça c'est une piste, ce creuset, vous le dites comme ça sur votre poste, de plus en plus grand entre l'éducation familiale et l'éducation scolaire, donc du fait de la présence des télévisions satellitaires. Je vous lis, du coût téléphonique à bas prix fait en fait que les familles sont en permanence connectées avec leur village, avec leur culture, et les enfants sont un peu ballottés entre la vie à l'extérieur, le français, la langue qu'on parle à la maison, et c'est peut-être ce manque d'accompagnement des parents pour essayer de faire la part des choses entre les deux. C'est ça le problème? Oui, c'est ça le problème. Mais aussi, il y a je vais pas dire une responsabilité du politique, parce que le politique, c'est comme, on a l'impression, c'est pas seulement la politique, mais aussi la société. C'est comme si ces cités, ils ont vécu un véritable abandon. Donc, ils ont l'abandon culturel, la fracture culturelle, l'abandon. Ils n'ont vécu que des abandons pour finir en prison et pour finir par ce qu'on a vu récemment. Donc, ces enfants qu'on a vu un peu détruire la cohésion sociale ici en France sont des enfants de la République, sont des citoyens français avant tout. C'est ce qu'il faut dire. Et il faut pas juste mettre la piste islamique qui a son fondement, qui a sa vérité, mais il faut pas aussi se laver les mains complètement. Il faut se dire, ce sont nos propres enfants des cités qui auraient pu participer au développement de ce pays, qui ont fini par faire ce désastre qu'on a vu. Mais nous, on a grandi personnellement dans les années 80 où il y avait ce sens du vivre ensemble, il y avait de la joie, on était tous ensemble, voilà. Et puis au fil des années, eh bien les choses ont changé. Il n'y a plus d'animation dans les quartiers, il y a moins de budget pour les centres sociaux, etc. Quel est votre constat d'homme de terrain? Ah, justement, vous avez mis le doigt sur la véritable question. Cette jeunesse, où elle va être un trésor pour construire ce pays avec la République, avec leurs devoirs citoyens, où elle va être un véritable poids, une véritable catastrophe, où on va accompagner cette jeunesse, où on va la subir comme un boomerang. Donc tout cet investissement que la République, elle veut mettre au niveau de la sécurité, au niveau de l'armée, de la sécurité, de la police, et serait aussi intelligent, bien qu'on ait besoin de sécuritaires, d'accompagner ces jeunes. Ils ont 12, 13, 14, 15 ans au maximum d'éducation de leur vie, et on devra les supporter 60 ans. Donc mettons tout le poids pendant ces 15 ans d'éducation pour les accompagner pleinement, pour que les cités, au lieu que ce soit un poids pour la société, soient un véritable trésor. Il y avait un rapport du Sénat qui disait l'Afrique est l'avenir de la France. Ce rapport du Sénat, il date d'il y a 1 an. Mais cette Afrique qui est l'avenir de la France, de nos entreprises demain, il passera aussi par ces jeunes des cités. Oui. Je vous donne un chiffre tout simple. Il y a à peu près 10 ans, il y avait, dans le chiffre de l'immigration en France, il y avait 8000 Camerounais qui étaient prévus pour être l'immigration et s'inscrire dans les universités. Après 10 ans en France, on est à moins de 8000 d'immigration sur les Camerounais. Au même moment, aux États-Unis, quand ils avaient, 6000 étudiants aux États-Unis camerounais il y a 10 ans, maintenant ils en ont plus de 80 000. Et chacun de ces étudiants devient un ambassadeur des sociétés françaises dans leur propre pays. Donc, cette jeunesse aussi est un véritable levier de l'expansion économique française. Et demain, c'est cette jeunesse aussi des banlieues, des cités, mais également des grandes villes qui vont participer à la construction de ce pays et payer les retraites des gens. J'avais une fois un rendez-vous avec des gens de la diversité sur un mouvement politique, comment on peut s'insérer plus. Je leur disais, mais écoutez, pour l'instant, la perception du paysan du Limousin, de Bretagne, la perception des gens de la cité, c'est que vous venez leur manger leur pain. Si vous n'arrivez pas à basculer, à faire de telle sorte que ce paysan, il sente que vous, demain, c'est vous qui allez payer leur retraite, que vous allez participer, il faut qu'il sente que vous êtes vraiment, totalement français et participer à ce développement. Et il faut lui donner les moyens de changer de paradigme, de changer d'idée, de façon de voir cette jeunesse. Au lieu de la voir de façon négative, de dire,
c'est le trésor de la France aussi. Ce sont nos enfants, les enfants de la République. Il faut qu'on les accompagne. Oui, parce qu'en fait, le souci, c'est que ce sont beaucoup de jeunes, pas tous, mais pas mal, qui ne se sentent pas français, qui sont pourtant nés en France et qui ont l'impression d'appartenir plus au pays dont ils sont originaires, alors que certains n'y ont jamais mis les pieds. C'est quand même assez contradictoire. Ils perdent la langue, même ils perdent la langue. De moins en moins, ils arrivent à parler la langue de leur pays parce qu'il y a Le français? il y a des histoires d'immigration avec des générations successives. Cette génération, maintenant, elle se sent complètement français sans se sentir français. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce raccord, il n'y a pas le pont entre l'éducation nationale, le pont qu'on leur offre. Je vous dis ça pourquoi? Écoutez, un verre de thé, quand vous le plongez dans l'eau froide et dans l'eau chaude, il finit par se briser. Et c'est cette brisure qu'on a. Parce que ils sentent pas que l'histoire de la France les a accompagnés dans l'histoire de l'immigration. Quand on parle des cités dans les médias, c'est toujours de façon très négative. Quand on voit c'est toute cette immigration, regardez, je vous donne un fait qui me semble très important pour vous dire que le fait n'est pas seulement un problème islamique. Est-ce que ce sont des Pakistanais qui, pourtant, dans leur pays, sont très violents? Est-ce que ce sont des Hindous? Est-ce que ce sont des Chinois? Est-ce que ce sont même des Libanais? L'immigration, les vastes. On a constaté quelque chose qui est fondamental. C'est que là où il y a des perturbations, viennent toujours ou des banlieues, ou de la prison, et surtout, c'est une immigration des gens où leurs parents avaient participé à la guerre ici. C'est une immigration d'Africains, de Maghrébins, où ils ont participé. Donc, c'est vraiment des enfants de la France qui ont semé ce chaos-là. Et il faut qu'on trouve les solutions avec eux pour qu'eux, ils se sentent français avant tout. Alors, qu'avez-vous pensé des jeunes qui n'ont pas respecté la minute de silence? Est-ce que les punir est la bonne réponse, selon vous? Ça serait encore creuser le fossé, justement. Il y avait un député de l'UMP qui disait que les parents qui n'ont pas respecté, ou les enfants n'ont pas respecté la minute de silence, il fallait leur enlever les allocations. C'est bon. Écoutez, toute cette énergie qu'on doit mettre justement pour surveiller ces enfants, pour surveiller ces cités, comme disait l'UMP, mettons cette énergie pour les accompagner ces 12 ans d'éducation, parce que ces jeunes, ils ont un véritable trésor de diversité à offrir à la France. Accueillons-les vraiment et on n'aura plus ces problèmes. Parce que on n'a pas su les accueillir, mais d'autres réseaux terroristes, d'autres réseaux mafieux de trafic de drogue ont su trouver les moyens de les accueillir. La preuve, c'est que petit à petit, au lieu qu'on ait de véritables viviers de culturels, de danse, d'artistes ou de sportifs ou pourtant, de création d'entreprises, ils aimeraient tellement. On voit ces financements qui viennent de ces réseaux-là, qui leur financent et c'est en groupe. Tout d'un coup, il y a aussi dans la cité des fractures entre ceux qui ont suivi ces réseaux, qui ont de belles voitures, de belles montres, les plus belles filles, et ceux qui n'ont pas suivi ces réseaux, qui se retrouvent sans emploi. Et d'ailleurs, il faut dire que la plupart du temps, c'est des jeunes filles qui arrivent à réussir, et malheureusement, elles trouvent pourquoi justement ça? C'est vrai que c'est un sujet dans les familles. Ce sont souvent les filles qui réussissent. Pourquoi, selon vous? Parce que les jeunes filles, dans leur éducation d'origine, elles sont plus attachées à la maison, elles restent à la maison, donc elles ont le temps de s'investir dans l'école. Et elles savent bien que ce n'est que l'école qui pourra les amener à réussir. Mais malheureusement, peut-être qu'on leur met aussi plus de pression aussi, par exemple. Et il y a aussi le phénomène de l'enfant roi, parce que la maman africaine ou la maman maghrébine, souvent le garçon, c'est il fait rien à la maison, on lui fait tout, etc. Donc du coup, mais souvent le garçon, on n'arrive pas à le retenir. Il est toujours, il est toujours dehors, tandis que la fille elle aide la maman. Mais ce qu'il faut dire, c'est pas seulement le fait de société de la jeune fille. Ce qu'il faut dire, c'est que cette jeune fille, l'État français lui paye pendant 15 ans l'éducation. Elle finit par avoir une maîtrise. Mais le garçon aussi, on lui paye l'éducation. Oui, mais ce que je veux dire, elle finit par avoir ce diplôme. Et malheureusement, elle trouve pas d'emploi ici en France. Oui. Et elle est obligée d'aller au Luxembourg, en Angleterre, en Belgique pour finir par travailler. C'est parce que vraiment, la France n'a pas complètement accaparé cette richesse de cette diversité pour l'incorporer dans les sociétés, dans l'évolution de la société. Tout le temps, nos politiques, ils ont des calendriers électoraux, eux. Et alors, leurs propos sont toujours calés aux élections, au lieu de penser à construire ce pays avec cette jeunesse. Alors il y a des parents qui nous écoutent, des parents originaires d'Afrique, vous le savez. Alors qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, ceux qui vivent dans les quartiers sensibles et dont les enfants sont susceptibles à tout moment de peut-être de basculer. Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Comment on doit éduquer ces enfants ici? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme piste? Ce que je veux leur dire, elle va être un peu inspirée du propos du pape actuel qui disait que justement quand
celui qui insulte ma mère, je vais lui donner un coup de main. Ça m'a surpris que le pape de la religion du pardon, il ait ce propos-là. Ce que je veux le dire à ses parents, c'est que l'éducation ne passe pas seulement par l'école, il passe également par les parents. Oui. Mais maintenant, comment souder l'éducation des parents et l'éducation de l'école, c'est quelque chose où il y a un véritable investissement social entre les parents et l'école, ensemble pour construire cela. Les parents ont leur part de responsabilité, c'est indéniable. Et il faut reconnaître que la France a été debout après les événements de Charlie, 4 millions de gens. Il faut tirer le chapeau à cette France debout. Cette France debout, il faut qu'elle tende aussi la main à cette France des cités. Elle n'est pas coupée. Les enfants de cités sont avant tout des Français, ils sont pas à part. Et c'est comment tendre cette France debout. Peut-être, je sais pas, on a supprimé le service militaire, mais le service militaire permettait à cette jeunesse de se sentir aussi un enfant de la nation, participer. Peut-être il y a des voies, des pistes comme ça de réflexion qu'il faut creuser pour que l'enfant il se ressente soudé avec cette nation. Mais il y a un double, c'est comme un ascenseur, c'est un double mouvement. Il faut que ça parte du politique vers les banlieues et des banlieues également avec les parents vers leur intégration dans la société. Et l'islam n'est pas le problème. L'islam n'est pas le problème parce que quand un enfant est éduqué tôt musulman, il a un autre comportement que de mettre des bombes. L'islam n'est pas le problème vraiment. Le problème, c'est que ces gens que vous voyez là, déjà, ils maîtrisent pas vraiment. C'est pas un ange qui est descendu du ciel. Le problème, c'est le passage des cités, de la prison, les réseaux sociaux et également. Et donc on ne veut pas mélanger tout le monde dans les prisons, par exemple, qui est des prisons pour les personnes qui sont radicales et des prisons pour les autres détenus. Mais bon, on ne pourra pas empêcher qu'il y ait toujours des gens qui soient en prison, mais ne pas les mélanger en fait. Ne pas les mélanger, mais aussi ne pas les laisser arriver à être en prison. Oui. Avant tout, c'est un enfant qui est vraiment intégré dans son école, qui est suivi, cette énergie qu'on voulait mettre pour les surveiller, pour enlever les allocations, on n'a qu'à les mettre pour les suivre dès l'enfance, pour qu'ils réussissent. On a les moyens. Et ils ont cette richesse à nous offrir également. Alors vous avez observé également ce qui s'est passé sur le continent et dans une partie également du Moyen-Orient qui s'est embrasée après la publication du dernier Charlie Hebdo. Qu'en avez-vous pensé? Ce que je pense, c'est que cette France qui est riche, qui est vraiment généreuse, qui est la France de la fraternité, qui est la France de l'égalité, elle devrait pendant ces 4, 5, 6 jours où il y a une mobilisation internationale sur cette question de Charlie, il y a eu un mouvement incroyable. Mais il fallait pas aussi qu'elle oublie que là-bas, au Nigeria, il y avait 2000 morts. Il n'y a pas eu un mot qui a été dit dans la presse ici. Il y a eu au Liban également 10 morts sur des attentats. Oui. Ce sont les mêmes qui ont fait les attentats. Ce sont les mêmes. Ceux de Charlie ou ceux du Nigeria ou ceux du Liban. Ce sont les mêmes qui font les attentats tout le temps. Donc il faut que cette France généreuse aussi, il fallait pas qu'elle coupe un peu les gens du Nigeria également. Quand cette jeunesse un peu du monde entier, elle a vu ça, elle sent qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Oui. Il y a tout un travail à faire sur cette question-là. Justement, le 2 poids, 2 mesures, vous m'y faites penser quant à la liberté d'expression par rapport aux propos de Dieudonné qui disait qu'il ne se sentait pas Charlie Koulibaly. Alors c'est vrai, il y a beaucoup, énormément de jeunes qui ont réagi, des moins jeunes également, et qui disent que non, on peut pas ne pas laisser Dieudonné dire ça, alors que d'un autre côté, on laisse d'autres personnes dire d'autres choses. Alors la liberté d'expression, vous en pensez quoi? Moi, c'est pas la liberté d'expression qui est vraiment mon propos. Ce que je pense, c'est que les Koulibaly de nos banlieues de demain, ils auront du mal à proposer leur CV en mettant Koulibaly. Ils auront quelque chose, ils sentiront qu'ils ne trouveront pas de travail. Les femmes qui s'appelleront Boumedienne, ou ces noms, ces prénoms à consonance arabe, à consonance, qui sont passés dans la presse tout le temps, ils auront du mal à s'intégrer dans la société vraiment. Et pour la question de la liberté d'expression, oui. C'est la liberté de vivre, de réussir ensemble. On a un enfant sur 2 qui est dans le seuil de pauvreté ici en France. C'est cette jeunesse des banlieues. Il y a plus de 65% de cette jeunesse qui va pas voter. Il faut que cette jeunesse, ce mouvement, cette jeunesse-là, elle participe dans la société qu'elle va voter. Moi, j'avais fait un travail avec cet environnement des jeunes des banlieues, justement pour leur dire, allez voter, votez n'importe quoi, mais allez voter. J'avais fait tout ce travail avant les élections, avec les UCT, mais avec d'autres associations. Et on voyait qu'ils n'étaient pas mobilisés. On leur disait, allez voter n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils répondaient lorsque vous leur demandiez d'aller voter? Qu'est-ce qu'ils disaient? Et on sentait qu'ils se sentaient pas impliqués. On leur a jamais tendu la main. Et il y a eu des politiques des villes, des politiques des banlieues tout le temps, mais c'était toujours à vue électorale et non à vue de trouver des solutions. D'autres pays trouvent des solutions, produisent de véritables trésors ou d'artistes ou de Regardez en Afrique, par exemple, la téléphonie, comment elle explose. Oui. Cette jeunesse-là, elle a de quoi nous offrir. Mais donnons-lui les moyens.
On a 12 ans, 13 ans, 14 ans d'éducation à les accompagner, donnons-lui les moyens. Parce que, il faut le dire carrément, la République n'a pas trouvé de solution, mais d'autres réseaux qui sont mafieux, qui sont terroristes, ont trouvé des solutions. Sont-ils plus intelligents que nous? Voici la question qu'il faut se poser. Alors des questions également autour des théories du complot chez les jeunes, des vidéos qui circulent en disant que non, ce sont des complots de l'État israélien contre l'islam, etc. Et puis il y a plein d'autres théories. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que cette théorie du complot, elle est surtout attisée par la question du deux poids, deux mesures. Oui. Il y a eu depuis les événements plus de 116 sites islamophobes qui ont été faits en France. On met pas le poids dessus. Est-ce que tu es un juif ou tu es un musulman, c'est la même chose pour la République? Si elle est dans le droit, la même chose. Mais dans la répercussion des médias, c'est pas la même chose. C'est ce qu'ils sentent les jeunes. Et je pense que la question, elle est plus sur le ressentiment du deux poids, deux mesures. Voilà, c'est ça le ressentiment. Alors, à votre avis, comment vous voyez l'avenir plutôt éclairé? Peut-être que les choses vont changer, que les générations à venir. Comment vous voyez l'avenir en France? Quand une jeune fille, un jeune homme, un jeune garçon sortira avec un bac plus 2, bac plus 4 et qui trouvera du travail ici, il sera une véritable locomotive pour entraîner les autres jeunes comme repères. Parce que pour l'instant, les repères qu'ils ont dans les banlieues, c'est les trafiquants de drogue, c'est ceux qui vont être financés par les réseaux terroristes qui vont finir. Donc, il faut qu'on change ce paradigme et que ce soit le vecteur de réussite. Le vecteur de réussite, on cite bien réussite. Donc, le vecteur de réussite passe par cette jeunesse qui arrive à trouver du travail, à s'intégrer complètement dans la société, à se dire, mais je suis un enfant du Mali, je suis un enfant du Sénégal, je suis un enfant du Maghreb, et je suis un pont pour ces sociétés françaises, et je suis un véritable élément de développement de ce pays. Quand on arrivera à ça, on n'aura plus tous ces problèmes-là. Ça sera en tout cas très très limité. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres points que vous vouliez évoquer? Je veux dire que l'enfant de la cité est vraiment une richesse pour la France, oui. Et non un handicap. Et que tout le temps dans les médias, quand on parle des banlieues, c'est toujours de façon négative. Regardons cette richesse qu'ils ont à nous offrir. On reste focalisé sur des réussites sportives ou culturelles ou de musique, mais ils ont autre chose à nous offrir avec cette abondance. Si l'Afrique est l'avenir de la France, elle passera aussi par tous ces millions et des millions d'ambassadeurs qu'on a dans nos banlieues, dans nos cités, qui peuvent être des ambassadeurs, des VIP de grand luxe, parce que hier encore, il y a une Française qui a été enlevée en Centrafrique, je pense. Oui. Hein? Hier encore. Mais quand vous enverrez un jeune au Mali qui est issu de la diaspora ici, qui est issu aussi des cités, quand vous l'enverrez au Mali, il a tout de suite un réseau de par ses connaissances, des réseaux de sa famille, et il va être un véritable ambassadeur de l'entreprise française. Intégrons ce jeune-là et donnons-lui sa chance, et beaucoup plus efficacement que les réseaux mafieux ont su trouver des solutions. Parce que ces enfants, finalement, quand on regarde leur parcours, ils ont toujours fini en prison, ils ont toujours été pris en main par des réseaux mafieux. Pour finir, ce problème qu'on a ici est un problème des banlieues, de système mafieux, plus qu'un problème de l'islam. L'islam n'amène pas ça, on le sait tous. Un enfant qui grandit dans l'islam, dans le respect de la famille, de la tradition et qui trouve l'équilibre n'arrive pas à ça. Et voilà, c'est l'élément le plus important. Un mot sur Réussir Cité, peut-être? Mais je vais dire un mot sur Réussite Cité, qui était en fait une association qui accompagnait les enfants en difficulté scolaire. Mais surtout, moi, je suis président également de Blue Green France, qui fait beaucoup d'actions au Mali, Oui. dans le pourtour méditerranéen. Dans la biodiversité, le préservement. Oui, dans le reboisement, la biodiversité, mais souvent, par exemple, j'accompagne des femmes sur des projets au Mali, sur comment valoriser un peu les produits de qualité. Oui. On a fait des ateliers? Oui, des ateliers, mais on a fait aussi un supermarché parce que ces femmes-là, elles marchaient 7 kilomètres pour acheter du sucre. Et après, on trouve un véritable développement. Après, petit à petit, on fait un système d'électrification rurale parce qu'ils brûlent du bois, c'est une catastrophe. Au Mali, c'est une catastrophe comment l'utilisation du bois dans la cuisine, c'est un vrai gaspillage de cette richesse de biodiversité. Voilà, on travaille sur des actions de biodiversité, de protection de l'environnement. Et l'image que je voudrais dire un peu par rapport à l'environnement, c'est que il y a autant dans le réchauffement climatique, il y a une interdépendance entre ce qui se passe en Afrique, au Moyen-Orient, ici, dans le monde entier, oui. La Chine, autant également le problème du terrorisme, et il y a une interdépendance. On ne peut pas juste pleurer Charlie et oublier les enfants de Nigeria, les jeunes filles aussi de Nigeria. Il faut mettre tout ça dans le même poids, accompagner un peu cette force vive de cette nation française et présenter les condoléances à toutes ces familles.
mais aussi dire que le problème de Charlie est un problème aussi des cités, parce que c'est des gens des cités qui sont morts. C'est des gens des cités qui étaient aussi chez Charlie, qui corrigeaient la jeune fille policier aussi, le policier qui était mort. C'est des gens ici des cités qui ont réussi aussi, qui sont morts. Donc, le problème de Charlie n'est pas qu'un problème d'une France coupée des cités, mais aussi d'une France qui prend ces jeunes des cités avec elle. Alors notre invité Ibrahim El Ali sur Africa numéro 1. Alors nous sommes amis sur les réseaux sociaux. Il a publié des posts donc quant à ses actions dans les cités, notamment avec l'association Réussir Cité dont nous parlons à l'instant. Il est également citoyen du Monde, observateur et commentateur de l'évolution de la société française. Alors qu'est-ce que vous avez envie de rajouter pour terminer? Pour terminer, je voudrais dire, Obama récemment, il y a 2 jours de ça, il avait dit, mais aux États-Unis, les musulmans sont des Américains avant tout. Il faudrait aussi qu'on arrive en France à sentir que les musulmans de France sont des Français avant tout. Oui. Et je lisais comme ça par hasard un livre, et je suis tombé sur une phrase que je veux vous dire, et ça m'avait vraiment surpris. Il disait cette phrase: nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre âge, les enfants sont des tyrans. Et je regardais l'auteur, et c'était Socrate de la Grèce antique d'il y a plus de 2000 ans. Je me suis dit que le problème de cette évolution de la jeunesse, elle a toujours existé à travers les philosophes et les temps. Mais ici, quand elle est accentuée par le problème qu'on a dans les banlieues, dans les cités, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de... voilà, cette énergie-là, il faut qu'on la focalise pour la construction d'une France unie. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions et parler de ces événements. Vous adressez également aux Africains de la diaspora. Merci Ibrahim El Ali. On rappelle que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à le rechercher. À très bientôt sur l'antenne d'Africa numéro 1. Merci.